Bienvenue dans le débat de France 24. Plus de 30 ans après la fin de la guerre froide sur fond de guerre en Ukraine, aujourd'hui, États-Unis et Russie se livrent à nouveau une bataille d'influence sur plusieurs continents et l'Amérique latine en fait partie. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, y effectue une tournée cette semaine. Aujourd'hui, il est à Cuba, sa dernière étape. Avant ça, il était au Brésil, au Venezuela et au Nicaragua, des pays qui ne se sont jamais opposés à Moscou dans le conflit en Ukraine et traditionnellement hostiles aux États-Unis. En parallèle, le président américain Joe Biden, lui, reçoit ce jeudi pour la première fois à la Maison-Blanche le président colombien Gustavo Petro. Alors, pourquoi, depuis le début de la guerre en Ukraine, l'Amérique latine, pourtant lointaine, suscite-t-elle autant de convoitises de la part de Moscou, mais aussi de la Chine? L'influence du voisin américain est-elle menacée? Ce continent est-il au cœur d'une nouvelle guerre froide? On va tenter d'y répondre avec nos invités ce soir. Pascal Drouot, spécialiste de l'Amérique latine, président de l'association France-Amérique latine, LATFRAN. Pascal Drouot, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Également sur ce plateau, Stéphane Witkowski, président du conseil de gestion de l'IHEAL, Institut des hautes études sur l'Amérique latine. Bonsoir. Axel Gilden, grand reporter au service étranger de l'Express, est également avec nous ce soir. Et puis Jean de Glignasti, directeur de recherche à l'IRIS, ancien ambassadeur de France au Brésil et en Russie, auteur de La Russie, un nouvel échiquier aux éditions Erol. Bonsoir. Donc j'aimerais d'abord qu'on essaye de comprendre, pour commencer, pourquoi la Russie s'intéresse à l'Amérique latine. On va d'abord écouter Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, qui depuis le Nicaragua hier s'en est pris à l'hégémonie des Occidentaux. On l'écoute tout de suite. Les tentatives de faire proliférer l'hégémonie occidentale, de donner des ordres à tout le monde, partout dans le monde, sont visibles dans ce qui se passe actuellement autour de l'Ukraine et dans les prétentions de l'OTAN à jouer le rôle de garant de la sécurité mondiale, y compris dans la région de l'Asie-Pacifique et dans un certain nombre d'autres régions du monde. Pascal Drouot, on vient d'écouter Sergueï Lavrov. Le Nicaragua, comme le Venezuela, ce n'est pas un exemple de démocratie. Ce discours anti-occidentaux, il a une résonance là-bas? Dans ces pays, certainement. Ceci étant, l'Amérique latine, depuis quelques années, a évolué politiquement. Il y a eu des alternances politiques importantes, avec l'arrivée au pouvoir de forces issues de la gauche, d'une nouvelle gauche. Et il est certain que le discours, en tout cas alternatif, d'un repositionnement de l'Amérique latine dans les relations internationales est très en cours. L'Amérique latine, pour l'Occident, c'est la dernière frontière de l'Occident. C'est un continent qui a paru oublié pendant la crise de la pandémie, un des plus touchés par la Covid-19. Et pour autant, on voit bien, à travers notamment la visite, entre autres, mais du ministre des Affaires étrangères russe, que le continent latino-américain retrouve un positionnement stratégique dans cette période où il semblerait que nous nous orientions à nouveau vers une logique de bloc. Et l'Amérique latine, elle connaît bien cette logique-là. Oui, ça rappelle la guerre froide. Stéphane Witkowski, Pascal Drouot vient de dire que l'Amérique latine avait été un peu oubliée pendant la pandémie de Covid-19, mais pas par tout le monde. La Russie était quand même présente. Elle a envoyé des vaccins dans plusieurs pays. Et ça, les populations s'en souviennent. Aujourd'hui, Sergueï Lavrov, il est plutôt bien accueilli, dans les pays en tout cas qu'il a visités cette semaine. Oui, mais je pense que cette visite du ministre Lavrov correspond d'une part à une politique un peu traditionnelle de la Russie vis-à-vis de cette région, qui peut remonter à l'époque tsariste, qui établissait des relations diplomatiques avec l'ensemble de ces pays de la région. Ensuite, il y a eu un retour, en quelque sorte, de la politique de Poutine arrivant au pouvoir, qui correspondait à un certain nombre de gouvernements progressistes, de cette première vague progressiste en Amérique latine. Entre 2000 et 2020, pour mémoire, les échanges commerciaux sont passés de 5 à 20 milliards pendant cette période. Et puis il y a eu une période de gel qui était la période de l'Union soviétique, guerre froide en effet, à l'exception de Cuba, mais qui était un cas un peu à part. Et puis, retour effectivement d'une politique beaucoup plus offensive
du président Poutine vis-à-vis de l'ensemble de ces pays. Il y a des accords commerciaux dans tous les domaines. Ils interviennent à 3 niveaux. Il y a d'une part, il y a des accords bilatéraux avec un certain nombre de pays, y compris dans le domaine de la santé, militaire, coopération, dans tout domaine. Il y a un deuxième niveau, c'est qu'il y a, évidemment, il s'appuie sur des alliés traditionnels, Cuba, Venezuela, Nicaragua, mais il y a aussi derrière une association beaucoup plus large avec l'ensemble de la communauté des États latino-américains, qu'on appelle la CELAC. Il y a un accord de coopération politique et de coopération de la Russie avec l'ensemble de ces pays qui se retrouveront au mois de juillet pour ce sommet Union européenne-CELAC au mois de juillet à Bruxelles. Et il y a un deuxième enjeu très important, c'est d'appuyer sur certains pays alliés, Cuba, mais aussi le Mexique, qui sont des médiateurs dans un certain nombre de conflits. Alors, je ne parle pas du problème de l'Ukraine. Et on en parlera après du Brésil, notamment, qui se veut médiateur dans cette... c'est qu'il va y avoir un événement majeur diplomatique au cours de l'automne, sous présidence cubaine, sous l'égide de l'ONU, le fameux groupe des 77 dits non alignés, qui est maintenant 143 pays, qui se réunira sous présidence cubaine à l'automne, avec l'ONU et avec la présidence de la Chine. Et c'est quand même un poids très important. C'est ce qu'on appelle le concept de non-alignement actif auquel ces pays d'Amérique latine sont très attachés. Jean de Guignesti, l'Amérique latine, elle est de retour aujourd'hui sur la scène internationale avec ce qui se passe en Ukraine. Qu'est venu chercher exactement Sergueï Lavrov avec cette tournée ? Alors, d'abord, il a récompensé les petits États qui font partie des 5 malheureux petits États qui ont voté avec la Russie lors du vote des résolutions de l'Assemblée générale à l'ONU. Effectivement, Nicaragua, il y a Cuba. Je suis même pas sûr que le Venezuela, d'ailleurs, le Venezuela a dû s'absenter. Oui, c'était le Nicaragua seulement. C'est que le Nicaragua qui avait voté. Donc, il est allé les encourager. Mais ça fait partie, j'allais dire, c'est service obligatoire. En revanche, le vrai enjeu, c'était le Brésil. Parce que le Brésil fait partie des BRICS, parce que le Brésil a de grandes ambitions internationales, que le Brésil est proche de la Chine, on l'a vu avec la visite récente de Lula, que le Brésil, même s'il a condamné ou déploré selon la résolution l'invasion de l'Ukraine, il n'applique pas les sanctions. Lula a dit que les responsabilités étaient partagées. Il a accusé les États-Unis d'avoir continué la guerre. Et ça, c'est très mal passé, les Américains. Les Américains ont fortement réagi. Mais au Brésil, la société brésilienne est extrêmement partagée. Donc Lula, il représente 50% des gens à peu près. Et puis les autres 50%, ils se sentent plutôt dans le camp américain. Donc il faut encourager et conforter un président qui pourra aider la Russie le moment venu, quand la paix sera à portée de main, enfin en tout cas quand le temps de la négociation sera venu. Et donc pour l'instant, il faut soutenir Lula. On va écouter justement Lula qui s'exprimait sur cette guerre en Ukraine. C'était il y a quelques jours. La paix est très difficile. Le président Vladimir Poutine ne prend pas d'initiative de paix. Et le président Zelensky non plus. L'Europe et les États-Unis ont fini par contribuer à la continuation de cette guerre. Voilà pour les propos qui sont plutôt mal passés du côté des Occidentaux, les propos de Lula. Axel Gilden, le vrai enjeu, comme le disait Jean de Guignesti, c'était le Brésil dans cette tournée de Sergueï Lavrov ? Oui, c'est vrai, mais avant ça, je pense qu'il faut revenir sur ce qui a été dit un peu en creux ici, c'est qu'on n'est pas vraiment dans une lutte d'influence. On l'a un peu entendu, mais en fait, le match, il est plié depuis longtemps. Les Américains se sont retirés de l'Amérique latine. Et ça, depuis au moins 1999. En gros, même avant, on pourrait dire depuis la fin de la chute la fin de la guerre froide. Depuis 1999, ils quittent leur stationnement militaire de 20 000 hommes au canal de Panama. Ils rendent le canal de Panama aux Panaméens. Et depuis, les États-Unis sont occupés ailleurs, se désintéressent de la région. Et on en parlera après, justement, des États-Unis. Il ne faut pas donner l'impression qu'on a une véritable lutte d'influence. Bon, qu'est venu faire Lula, Lavrov ? Mais on y reviendra, mais quand même, Joe Biden, avec le sommet qu'il a organisé en juin dernier, il a essayé de consolider
encore ses liens avec, avec l'Amérique latine. On y reviendra tout à l'heure, en tout cas. Mais continuez. Oui. Non, donc je disais, les Américains étant plus là, que viennent faire les Russes. Les Russes, la Russie est un projet international depuis le début, depuis plus de 100 ans. Donc la Russie s'occupe non seulement de la Russie, de son étranger proche, mais même au-delà, pendant la guerre froide, en Afrique et en Amérique latine, notamment via sa filiale entre guillemets cubaine, a toujours été présente dans la région. Et Lavrov vient en effet récompenser et cultiver ses soutiens à l'ONU, d'une part. C'est une manière de les récompenser, c'est ça ? C'est une manière de faire de la politique. Vous savez, les Russes, ils font de la politique. Les Américains, eux, se sont retirés parce qu'ils sont très pragmatiques. Ils se sont dit, il n'y a plus de business à faire, on n'a plus besoin de nous, on se retire. Les Russes, tout comme les Chinois d'ailleurs, ont une pensée à très long terme. Donc les Chinois sont venus faire du business, les Russes continuent à faire de la politique et à marquer des points dans l'arrière-cour, effectivement, de ce qui était une arrière-cour américaine, mais qui ne l'est plus, à vrai dire. Hormis pour le cas de la Colombie, qui était vraiment l'allié principal et l'un des principaux récipiendaires d'aide militaire avec l'Égypte en provenance donc d'aide militaire américaine. Même la Colombie, avec maintenant pour la première fois un président de gauche, Gustavo Petro, voit sa géopolitique propre changer. La Chine maintenant pèse économiquement autant que les États-Unis en Colombie. Et donc ça marque le recul américain. Pascal Drot. Oui, je pense que d'abord pour comprendre l'Amérique latine, il faut comprendre sa diversité. Avec les Caraïbes, 33 pays, 33 réalités différentes. Sergueï Lavrov, il s'est rendu auprès de ses alliés traditionnels pour consolider les alliances, notamment le Nicaragua. Des alliances qui datent de la guerre froide. Mais bien sûr, totalement, qui viennent de la guerre froide. Il se rend au Nicaragua. Daniel Ortega était le chef des FSLN durant les années 80. Il est à Cuba. Ce n'est pas rien, même si Cuba est dans la souffrance aujourd'hui économique. C'est justement une fenêtre d'opportunité pour la Russie. Le Venezuela et, comme disait M. de Glignasti, le Brésil, qui est quand même la première économie en Amérique latine. Les États-Unis, ce sont les premiers investisseurs en Amérique latine. Mais en effet, le deuxième partenaire, et pour certains pays, notamment le Brésil, premier partenaire économique, c'est la Chine. Alors il est vrai que dans ce contexte aujourd'hui de relations internationales tellement tendues depuis le début de l'agression en Ukraine en février 2022, l'Amérique latine et chacun retrouve des mécanismes qui renvoie à l'époque des blocs, en effet, mais l'Amérique latine retrouve des couleurs, on va dire, quant à sa position au centre d'un nouveau jeu international. Lula, il joue quoi ? Lula, il joue son leadership. Le Brésil, la relation, et Sergueï Lavrov au Brésil, mais Lula en Chine, c'est le leadership sur le continent. Et il a en tête, évidemment, la volonté d'être le médiateur. Le médiateur d'un continent qui a basculé politiquement, qui en effet aujourd'hui affirme un non-alignement, on va dire, qui n'est en fait que de circonstances, parce que n'oublions pas, et Axel est-ce que c'est le cas bien, vous l'avez dit aussi, tous les pays, voilà, c'est l'Amérique latine, c'est plein de pays extrêmement différents. Est-ce que ce non-alignement est valable pour tous aujourd'hui ? Il est de façade. Il est de façade. Parce que dans les faits, la Chine a fait une entrée fracassante, parce qu'il y a en effet dans certains pays que l'on a cités des alliances qui peuvent d'ailleurs devenir un nouvel axe avec la Russie, qui, elle, se projette déjà dans cette logique de bloc. Les États-Unis, vous l'avez parfaitement dit, je termine, avaient réuni ce sommet à Los Angeles. Les pays qui ont été visités par Sergueï Lavrov, Cuba, Venezuela, Nicaragua, n'étaient pas invités à Los Angeles. Donc on revient à une réalité que nous connaissons. La guerre en Ukraine, elle a rebattu les cartes aujourd'hui. Oui, et l'échec de sommet aux États-Unis, le sommet des Amériques, a été un échec absolu. D'autant qu'effectivement, comme ça a été dit, il y a eu un désengagement des Américains. Symboliquement, regardez la représentation symbolique lors de l'investiture de Lula, 1er janvier. La représentation américaine était extrêmement modeste. C'était un chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis, c'était même pas un ambassadeur, un conseiller des affaires interaméricaines à Washington et un secrétaire d'État à l'intérieur. Et pendant 6 mois, il n'y avait pas d'ambassadeur des États-Unis à Brasilia. Et donc, en fait, il y a en réalité une vraie rivalité qui est sino-russe sur le terrain latino-américain. Et
les Américains ont été relégués de fait, et l'Amérique latine n'est plus du tout leur priorité de politique étrangère. Jean de Guignassier, est-ce qu'aujourd'hui il y a une méfiance de la part des populations en Amérique latine, une méfiance vis-à-vis des Occidentaux? Parce que Sergueï Lavrov, il a parlé d'une union, oui. voilà, il a dit je veux faire une union contre les Occidentaux. Est-ce que ce discours, est-ce qu'il a une résonance dans les populations? C'est sur ce plan peut-être qu'on peut parler de bloc, parce que là j'ai une petite nuance. Mais effectivement, le thème de propagande russe, l'Occident collectif, la domination de l'Occident, des valeurs occidentales, le deux poids, deux mesures, enfin, ça c'est une propagande qui porte très fort sur les populations. Et donc sur ce plan, il y a véritablement un bloc avec effectivement le Sud, les 77, tout ça, est réuni sur ce thème qui n'est pas contesté. En revanche, le projet politique d'un pays comme le Brésil, c'est pas le bloc. Le projet politique d'un pays comme le Brésil, c'est plutôt d'être un acteur majeur dans un monde multipolaire, c'est de jouer la carte des BRICS, c'est de négocier avec la Chine quand c'est nécessaire. On l'a vu avec pour les Lula importations de quand soja. il était en Chine. Hein. Voilà, mais de soutenir à moitié les Russes pour se positionner. Donc en fait, chacun joue un peu son jeu, uni par une contestation globale de la domination occidentale. Et sur ce plan, on peut parler de bloc. Et puis, Axel Gidlen, la Russie, elle étend son influence aussi via ses médias, notamment Sputnik ou encore RT, qui sont assez présents en Amérique latine aujourd'hui. Oui, ça fait partie de la guerre hybride qu'on a connue, enfin qu'on connaît toujours ici en Occident, y compris en Europe, même si ces deux médias ont été interdits en France. Donc effectivement, la Russie étend son influence dans tous ces pays. Mais une petite question sur le leadership brésilien. Parce qu'en fait, comme l'a dit monsieur l'ambassadeur, effectivement, le Brésil, il n'y a pas photo, c'est un géant. C'est le pays le plus puissant qui pèse véritablement à la fois diplomatiquement et économiquement. Mais en fait, le Brésil est, je veux dire, auto-centré et joue un peu sa propre carte. C'est d'ailleurs un pays qui ne découvre pas le non-alignement. C'est fait partie de sa doctrine diplomatique, y compris pendant la dictature. Les militaires, c'est notre dictature, donc 1964-1985 au Brésil, longue dictature, les militaires ne se sont pas alignés sur les Américains. Ils étaient restés à équidistance. Donc il y a un projet nationaliste brésilien, d'une part, et après il y a une volonté, je pense, j'en suis sûr même, enfin tout ce que tout le monde dit, que chez Lula, de rentrer dans l'histoire aussi. Lula, là c'est son dernier mandat, il a une volonté de faire exister le Brésil déjà dans ses deux premiers mandats par une diplomatie sud-sud, et aussi en essayant d'exister sur la scène internationale, notamment avec la mission militaire d'interposition, il me semble, à Haïti, qui a été lancée par le Brésil. C'était la première fois que le Brésil se projetait à l'étranger. Et puis maintenant, Lula veut jouer un rôle, à mon sens, assez bizarre, comme on vient de le voir, en disant que non seulement Poutine ne fait rien pour la paix, mais que Zelensky non plus. Mais le pauvre Zelensky, il n'a pas demandé à faire la guerre. Donc là, il y a une espèce d'hypocrisie. Après, il est revenu, il est quand même revenu sur ses propos. Avec Lula, il est revenu sur ses propos, Lula, mardi. Oui, il est revenu. Voilà, finalement, il a dit, parce que ça avait suscité la colère des Américains, finalement, en quelque sorte, il est un petit peu récidiviste, parce que dans son interview de Time de l'année dernière, il avait déjà été extrêmement sévère vis-à-vis de Zelensky en le traitant de mec et en lui disant qu'il fallait qu'il arrête de faire son show parce qu'il voulait faire son intéressant en tenant tête à la Russie. Je crois qu'il sort un peu de l'écran, là. Il dérape un peu. Mais finalement, les Occidentaux ont beaucoup salué l'arrivée de Lula au pouvoir au Brésil. Outre le talent personnel, politique et diplomatique de Lula, qu'il faut rappeler même, il faut insister sur le professionnalisme de la diplomatie brésilienne, qui est tout à fait exceptionnelle, est une des meilleures de toute l'Amérique latine. Oui. Ils ont rappelons quand même, à la fin du second mandat du précédent, le mandat de Lula, les échanges économiques du Brésil avec les pays arabes avaient été multipliés par 4, multipliés par 5 avec les pays d'Afrique. Il y avait une politique d'influence africaine pour l'ensemble de ces pays-là. Et donc, en réalité, la diplomatie brésilienne a fait en sorte que le délégué général de la FAO soit un Brésilien, que ce soit à l'OMC, ça soit un Brésilien. Donc, dans tous les postes diplomatiques, ils sont extraordinairement donc c'est surtout un soutien du Brésil qui est venu chercher Sergueï Lavrov pour revenir à... Au-delà des BRICS, l'idée de la visite aussi de Lula est allée aussi en Arabie Saoudite, c'est d'élargir les BRICS
à d'autres partenaires, avec cette politique sud-sud qui a été particulièrement marquante sous sa présidence, qu'il renforce et qu'il développe, et qui trouve un écho naturel dans effectivement un certain nombre de considérations de ces pays par rapport à ce conflit qu'ils ne considèrent pas comme leur conflit. Ouais. Pascal Drou. En même temps, Lula, et ce que dit Stéphane est très vrai, il se rêve en médiateur. Mais pour être médiateur, il faut être leader. Donc c'est vrai qu'en Amérique latine, vous avez parfaitement raison, le Brésil, première économie, une entité qui pèse, mais pour autant, qui a aussi un adversaire, un concurrent, c'est le Mexique. Qui lui aussi se rêve en sphère d'influence, et cela a été rappelé sur le continent. Mais pas seulement. Lula, d'abord, sait parfaitement que le Brésil a changé depuis ses présidences. Plus d'une décennie a passé. La Covid-19 a frappé le Brésil. 100 millions de Brésiliens vivent dans des conditions précaires. Ou extrêmement précaire. Donc on voit bien par ailleurs la fragilité politique. Nous nous rappelons tous des événements brésiliens. Donc Lula, aujourd'hui, c'est une figure internationale et il sait qu'il doit accélérer sur la scène internationale pour asseoir également son influence sa force politique à l'intérieur du Brésil. Sur le continent. Bien sûr, et le continent. Oui, c'est sûr qu'effectivement, il y a cette préoccupation de politique intérieure et c'est toujours payant. Enfin, il y a plusieurs choses pour Lula. D'une part, il y a effectivement la question des BRICS. Il y a aussi une relation personnelle qui existait, une relation qui existait entre le Brésil, entre Poutine et lui, qui sont deux personnages qui se sont rencontrés à de nombreuses reprises lors des les premiers mandats de Lula. Et puis, je ne sais plus ce que je voulais dire. On va, donc ça va me revenir. On y reviendra tout à l'heure. Si vous le voulez bien, on va parler maintenant de l'influence américaine justement sur le continent, sur l'Amérique latine. On l'a évoqué tout à l'heure. Face à cette offensive russe, mais aussi chinoise, les États-Unis, eux, ils tentent de rétablir leur influence historique. Gustavo Petro, il doit rencontrer aujourd'hui Joe Biden à Washington pour la première fois depuis son arrivée au pouvoir. On va tout de suite à Washington justement retrouver Mathieu Mabin, notre correspondant. Mathieu, bonsoir. Qu'est-ce qui sera au menu de cette visite du président colombien à la Maison-Blanche ? Alors d'abord, beaucoup de choses ont été dites sur votre plateau et j'ai peur de faire un peu de répétition. Mais clairement, cette visite de Gustavo Petro s'inscrit clairement dans la continuité des démarches précédemment accomplies par l'administration Biden et que vous avez évoquées au cours de la demi-heure écoulée. Et notamment dans la continuité de la visite d'Anthony Blinken à Bogota, peu après l'élection du nouveau président colombien, vous vous en souvenez. On l'a dit, on peut raisonnablement considérer que cette visite comme un signal, comme l'affirmation par Washington que ni le passé de guerriero de Gustavo Petro, ni le fait qu'il soit le premier président de gauche de Colombie ne sont réellement des obstacles insurmontables à la coopération des deux pays, clairement. On se souvient clairement de la désaffection de Donald Trump, il n'est pas nécessaire de revenir dessus, pour le sous-continent américain. Alors même si on n'est pas de retour à l'ère Reagan, il y a chez Joe Biden ce réalisme politique tout à fait clair qui de toute façon le contraint à renforcer les partenariats avec ses voisins du Sud. Plusieurs sujets brûlants sont sur la table, à commencer par un problème commun qui est évidemment la lutte contre le narcotrafic avec chez Gustavo volonté de rompre avec le tout répressif. Une approche qui intéresse évidemment Washington, mais pour cela, le président colombien va devoir convaincre. L'entrée massive de produits stupéfiants aux États-Unis en provenance, entre autres, de Colombie, et on pense tout particulièrement aux opiacés sous toutes leurs formes, qui font de véritables ravages ici. Cette catastrophe aussi économique que sociale pour les États-Unis impose de toute façon à Joe Biden d'échanger avec ses homologues. Et ensuite, l'ambition de paix totale sur laquelle Petro a été élu il y a 10 mois est également dirigée vers les innombrables groupes armés liés au narcotrafic ou pas et aux guérillas de Colombie. Ce programme qu'on peut raisonnablement qualifier d'ambitieux, c'est le moins qu'on puisse dire, promet aussi d'être coûteux puisqu'il consiste concrètement à acheter au moins partiellement la paix. Vous l'aurez compris, Gustavo Petro vient demander de l'aide financière à Joe Biden et au département du Trésor américain. Et enfin, c'est probablement le terrain sur lequel les deux présidents s'accorderont le plus vite. Le président colombien sera le porte-parole de Nicolás Maduro.
On se souvient bien que Maduro n'est toujours pas reconnu par Joe Biden comme le président légitime du Venezuela, après les soupçons de fraude qui avaient plané sur son élection en 2018. Le Venezuela est également soumis à un régime de sanctions de la part de Washington, mais comme on le sait, les événements en Ukraine, et vous l'avez évoqué, ont largement rebattu les cartes des pays producteurs de pétrole. Le Venezuela est l'un d'eux, et les ressources de Caracas pourraient aider Joe Biden à ne pas trop insister sur quelques dossiers liés aux droits humains, par exemple. Merci beaucoup Mathieu Mabin pour toutes ces précisions depuis Washington. Jean de Glignasti, je vous voulais réagir à ce que disait notre correspondant, notamment lorsqu'il disait que Joe Biden était contraint de renforcer ses partenariats avec certains pays. Je crois que l'exemple du Venezuela est excellent parce que les Américains ont déjà allégé la pression très clairement sur le Venezuela. Ils ne veulent plus la peau de Maduro et ils ont facilité les transactions bancaires sur le pétrole vénézuélien, qui est un pétrole lourd, qui nécessite un traitement spécial. Donc ils ont effectivement maintenant ils se rendent compte que face à la Chine et face à la Russie, dans des circonstances différentes, sur la Chine pour les questions économiques et sur la Russie pour les questions politiques, les votes à l'ONU sur la Russie, pardon. Donc la question des votes à l'ONU, c'est plus politique, mais je pense que maintenant les États-Unis vont revenir, ils vont faire attention. Qu'ils ont besoin de... Ça représente quand même pas mal de votes. Hein. C'est comme l'Afrique, on se rend compte que l'Afrique, ça fait 54 votes à l'ONU. C'est quand même bien d'avoir une L'Afrique résolution. où là aussi la Russie et la Chine étendent leur influence. Stéphane Witkowski voulait réagir. La Colombie sera toujours un partenaire privilégié des États-Unis, obligé, quoi qu'il en soit. Obligé, quoi qu'il en soit. Même avec un président de gauche. Quel que soit, y compris un président de gauche, peu importe. Il y a 10 bases militaires américaines. Mais qui est un ancien guerrillero, c'était une première en Colombie. On aurait pu imaginer que ça allait changer. Non, mais il y a 10 bases militaires américaines en Colombie. Ça, c'est une réalité. Il y a toujours eu une coopération policière, militaire, entre la Colombie et les États-Unis. Et ça, c'est un élément qui ne pourra pas changer. C'est pas des très grosses bases. Évidemment. C'est pas des très grosses bases. La visite de Gustavo ce sont des Petro, bases. S'agissant du Venezuela, il est évident que pragmatisme prévaut et évidemment les licences pétrolières de grandes compagnies américaines ont dicté le changement de position de Washington vis-à-vis de Maduro. Et ça, c'est lié aussi à la guerre en Ukraine. Hein. Évidemment. Aujourd'hui, les États-Unis ont besoin... Les États-Unis sont autosuffisants du point de vue énergétique. Ils n'ont pas du tout besoin, personnellement, de pétrole vénézuélien. En tout cas, la visite de Gustavo Petro à Washington, elle illustre parfaitement les contradictions de l'Amérique latine. La Colombie, c'est le meilleur partenaire des États-Unis hors OTAN. Ça a été déclaré en 2021. Et c'est inscrit désormais dans le marbre. 1. 2. Gustavo Petro, en effet, il a été élu l'année dernière. Il vient de mouvement de gauche. Enfin, c'était dans les années 80. On est dans un autre temps. Les années ont passé. Mais il vient, en effet, porteur d'un message avec le Venezuela, parce que devant l'OEA, et on a vu les images, il a demandé à l'OEA tout à l'heure que soit redéfinie la charte de l'OEA. Ce qui est assez incroyable, pour permettre le retour, notamment du Venezuela, et sans doute de Cuba. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental. Et en effet, notamment compte tenu de la lutte contre le narcotrafic et du fait que la Colombie est le premier producteur mondial de cocaïne et que les États-Unis offrent un marché extrêmement important, les liens, de toute façon, sont stratégiques. Ceci étant, Gustavo Petro, aujourd'hui, il est en difficulté. Il est en difficulté parce que la paix totale, c'était un programme l'année dernière qui consistait à faire la paix, à parler avec tout le monde et à faire la paix avec les dissidents des FARC, avec le LN, avec les narcotrafiquants, le clan du Golfe et avec les groupes d'autodéfense. Un an après, la violence est en train d'exploser en Colombie et c'est vrai qu'il y a des limites qui apparaissent sur le plan politique. Et Gustavo Petro, il va à Washington. Donc il a besoin plaider la cause du Venezuela. Vous prenez le budget militaire américain, ou plus exactement la répartition de l'effort militaire américain sur la planète Terre. L'effort qui est consacré à l'Amérique latine est de 1 sur 100 environ. C'est rien du tout. Donc ça montre le désintérêt
de l'Amérique pour ce continent. Mais depuis quand? Que depuis la fin de la guerre froide, et depuis, ça s'est accéléré avec autour Trump. des années 2000 avec le retrait, je vous l'ai dit tout à l'heure, des Américains du canal de Panama et la montée en puissance de la Chine et du commerce, notamment à commencer par le Brésil avec la Chine. Et donc les Américains et le Pentagone, depuis 20 ans, ne cesse d'alerter la Maison-Blanche et le Congrès, de dire mais il faut absolument s'intéresser à l'Amérique latine, il faut absolument qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on y retourne, et ils n'y arrivent pas. Mais pour le coup... je veux dire, il faut... encore une fois, il n'y a pas de match. L'Amérique latine qui était... Parce que les Américains ont bon dos dans cette histoire. C'est toujours la faute des Américains. Mais je veux dire, les Américains, ils sont partis depuis bien longtemps. Ils ne font plus de coup d'État en Amérique latine, par exemple. Ça s'est fini dans les années 70 aussi. Donc on peut... Non mais, oui, la CIA elle-même n'est pas très opérationnelle sur place, par comparaison avec plein d'autres régions du monde où elle mène ses efforts. Donc voilà, les gens qui sont vraiment présents, les pays qui sont vraiment présents en Amérique latine, c'est un, la Chine, je pense, et deux, la Russie dans les grandes puissances. Mais les États-Unis, oui, il y a de beaux restes. Les États-Unis tentent quand même. Mais d'abord parce que, mais bien sûr, les États-Unis tentent quand même, on l'a vu avec Joe Biden, tentent quand même de revenir. D'abord, Joe Biden connaît parfaitement l'Amérique latine. Il l'a parcouru dans tous les sens lorsqu'il était notamment président de la Commission des Affaires étrangères. Et un des pays qu'il connaît le mieux, c'est la Colombie. Rappelez-vous l'alliance avec Andrés Pastrana il y a 20 ans, le président qui a engagé des négociations avec les FARC. Joe Biden était tout le temps fourré à Bogota. Et quand ce n'était pas à Bogota, c'était au fin fond de la jungle. Et il a fait ça pendant des années. Il connaît parfaitement. Bon, maintenant, on parle de raison d'État. Les États-Unis n'ont pas besoin de se battre comme nous avons pu le connaître il y a quelques décennies. Pourquoi? Parce que culturellement, psychologiquement, mais ils sont présents partout. Mais bien sûr. Et elle passe par quoi, cette influence américaine aujourd'hui? Par l'argent. Parce que, effectivement, l'argent de tous les hommes d'affaires, des riches d'Amérique du Sud et d'Amérique latine, c'est à Miami ou à New York, mais surtout Miami. Miami, c'est une ville d'Amérique du Sud, hein, c'est clair. C'est une ville cubaine, mais... Et il n'y a plus d'influence politique aujourd'hui, d'exportation de la démocratie, ça s'est terminé. Il y a un autre élément, mais moi je ne suis pas un grand spécialiste des États-Unis, mais il est clair que les États-Unis sont en train de se latiniser. Donc il y a une proximité de culture qui n'existait pas il y a 40 ans. Il y a 40 ans, c'était le blanc qui venait mettre son ordre en Amérique latine. Maintenant, c'est différent. Maintenant, vous regardez les noms des leaders américains, il y en a un sur 3 qui a un nom latino. Donc c'est là que l'influence américaine est forte. Ils n'ont pas besoin de déployer des troupes de toute façon, puisque quand on regarde les budgets militaires des pays d'Amérique latine, il est en général inférieur à 1% du budget, sauf quand ils n'ont pas d'armée en plus. Donc c'est très peu de choses. Ils n'ont pas besoin de ça, les Américains. Et en même temps, Stéphane Witkowski, pendant la pandémie de Covid-19, finalement, les États-Unis ont tardé à fournir des vaccins dans de nombreux pays d'Amérique latine. Et là, la Russie en a profité. Elle a donné pas mal de vaccins, Sputnik, et ça... Des vaccins russes, des vaccins chinois, des vaccins cubains. Les Cubains ont produit 5 vaccins anti-Covid. Mais comment expliquer que les États-Unis étaient autant mais je crois que, comme le disait Monsieur l'ambassadeur, les enjeux de politique intérieure aussi aux États-Unis sont majeurs. Et les lobbies comptent énormément de plus en plus parce que la société est de plus en plus latino-américaine. Et surtout qu'il y a quelques hommes politiques qui jouent des rôles essentiels, comme Marco Rubio au Sénat, et en particulier des personnalités qui sont beaucoup plus importants pour les enjeux de réforme et de politique intérieure et d'élection aux États-Unis que l'Amérique latine, qui ne peut pas être une priorité de sa diplomatie étrangère. Mais c'est tellement pas une priorité que les États-Unis ont perdu le Venezuela, qui était quand même un peu le joyau de la couronne. C'est là où ils avaient toutes leurs entreprises pétrolières. Donc je veux dire, on peut pas quand même dire que les Américains ont une diplomatie, une politique très efficace, très réussie. Et même en Colombie, ils sont sur le recul. Je ne vois pas tellement où on va en disant que c'est... Gardez en mémoire la diversité du continent latino-américain. La priorité sur le Mexique, l'Amérique centrale, c'est les migrants. C'est la priorité. Avec la définition de statut particulier pour les pays d'Amérique latine, je pense notamment au Guatemala, Third Safe Country, des dispositifs qui ont été mis en place depuis des années. 1. 2. Tout au fond de l'Amérique latine, l'Argentine. Rappelez-vous la position d'Alberto Fernandez en février 2022. Depuis Moscou, le 3 février, qu'est-ce qu'il dit? Le président argentin,
L'Argentine doit être la porte d'entrée de la Russie en Amérique latine. Fermez les guillemets. Et quelques mois après, on n'a plus jamais entendu le président Alberto Fernandez parler de la Russie et encore moins des liens avec l'Argentine. Voilà. Donc je dirais, il y a une présence, une diplomatie en fonction des pôles d'influence d'un continent qui mesure 22 millions de kilomètres carrés, qui compte 33 pays avec les Caraïbes et qui a évidemment des pôles de réalité différentes. Ce qui se passe dans les Andes, c'est évidemment une priorité aujourd'hui pour les États-Unis. Ils n'ont pas envie que dans les Andes, l'explosion péruvienne, la problématique derrière des mines... C'est pas une priorité. La priorité, c'est l'Ukraine. Enfin, je veux dire... C'est l'Ukraine, c'est la Chine, c'est pas partie des priorités aussi de la ligne de politique étrangère, bien évidemment. C'est un tout petit sujet pour moi. Secondo, ça n'est pas un petit sujet. Pourquoi? Parce que le véritable concurrent des États-Unis en Amérique latine, c'est la Chine. La Chine, ces dernières années, ça a été Huawei. Ça, c'est une priorité pour les États-Unis. Donc, ils n'ont pas envie de voir la Chine qui s'implante. Et la Chine, et je l'ai parfaitement vu, moi je l'ai vécu, je l'ai parfaitement vu pendant 15 années dans l'industrie. J'ai bien vu la présence de la Chine grandir, mais je vois aussi les dispositifs qui sont mis en place. Grandir sur le plan énergétique. L'Équateur, c'est Channel Land, par exemple. Sur le plan énergétique, au niveau des infrastructures, que ce soit au Panama, où la Chine a parfaitement réussi son entrée, le Mexique, le Brésil, c'est le premier partenaire, évidemment. Jean de Glignasti, vous vouliez réagir. Les États-Unis aussi, ils ne veulent pas voir donc cette influence chinoise à leurs frontières, parce que finalement, l'Amérique latine, c'est très proche. Bien entendu, la priorité américaine, c'est la Chine, même beaucoup plus que l'Ukraine. Mais je crois que la guerre en Ukraine a déclenché, comme on dit maintenant, un jeu des plaques tectoniques, et que ce qui se passe en Amérique latine, c'est pas fondamentalement différent de ce qui se passe dans les pays d'Asie ou même ailleurs. C'est-à-dire que, en fait, chacun de ces pays a des ambitions dans un monde multipolaire. Il n'y aura plus de bloc. Il n'y aura pas vraiment de bloc en dehors de ce refus de la domination occidentale, notamment sur le plan axiologique, enfin les valeurs, tout ça. Ça, ils n'aiment pas beaucoup. Et les 2 poids, 2 mesures, tout ça. Mais en dehors de ce point commun, chacun veut accéder à la puissance. Et donc là, il va falloir que les États-Unis aient un jeu beaucoup plus subtil en prenant en compte ces aspirations à l'autonomie nationaliste, il faut le dire, de l'ensemble de ces pays, mais partout dans le monde. Ça va être le cas avec l'Indonésie, ça va être le cas en dehors des puissances qui sont proches du bloc, alors là, occidental, comme le Japon, la Corée. Et encore, on sent bien que ça craque un petit peu, parce que quand le président français est allé en Chine, on a senti qu'au Japon, il trouvait que c'était peut-être pas mauvais qu'il ait un peu dit que Taïwan, le statu quo c'était bien, mais que, enfin bon. Donc on sent bien qu'on est dans un monde qui est en train de changer, où il y a une sorte de bloc atlantique qui d'ailleurs a des voix très légèrement dissidentes, comme la France. Et puis il y a tous ces pays qui veulent émerger à la puissance, dont les pays d'Amérique latine, parce qu'effectivement, le Brésil au premier chef, mais comme on l'a dit très justement, le Mexique et l'Argentine a des ambitions. Donc la diplomatie américaine se devra d'être beaucoup plus diversifiée, elle l'est d'ailleurs, avec des approches différentes selon les pays, et avec la prise en compte du pays qui a quand même les principales ambitions en matière de politique étrangère, c'est-à-dire le Brésil, qu'il faudra traiter spécialement. Il faudra regarder de beaucoup plus près la rivalité entre les Russes et les Chinois sur le terrain latino-américain. Juste un exemple. La décision qui a motivé essentiellement Barack Obama en décembre 2014 de rétablir les relations diplomatiques avec Cuba, constatant que les États-Unis étaient de plus en plus isolés sur la région américaine. Il avait compris que la visite de Xi Jinping en août 2014 à Cuba, quelques semaines plus tard de la visite de Poutine à Cuba, annulant les dettes, etc., et nouant plein de partenariats. Il a compris qu'il fallait absolument que les États-Unis ne soient pas totalement évincés. Et dans son discours aux Américains, il avait dit « Somos todos americanos », nous sommes tous des Américains, en rappelant États-Unis compris. Mais il a fallu le rappeler à ce moment-là. Et c'est pour éviter d'être évincé du jeu, et c'est parce qu'au fond, les comportements, les décisions actuelles de Biden s'inscrivent dans une stratégie un peu défensive, effectivement, par réaction, que l'on peut comprendre en effet pourquoi les Américains ne sont plus, les gendarmes du monde, en tout cas dans cette région. Et la fameuse doctrine Monroe,
s'émousse malgré des tentatives de Trump qui ont été réactivées au moment du Venezuela, qui a été un échec en définitive. Axel oui, non, j'ai envie de dire, pas compléter, mais confirmer que oui, l'influence américaine s'émousse très légèrement. Vous faites référence à la doctrine Monroe. C'est fini la doctrine Monroe aujourd'hui. Oui, non, mais complètement. Et ça définissait pour le moment comme précaré. Le jeu qui s'est joué, oui, mais c'est fini. Le jeu qui s'est joué depuis 20 ans, c'est une progression, l'image générale, c'est une progression spectaculaire de la Chine, une permanence de la Russie qui a toujours, via Cuba, des réseaux, notamment dans les milieux, dans les mouvements sociaux, dans les mouvements d'extrême gauche, dans ce gauchisme qui pèse, je veux dire, quelque part, et qui soutient les élections, qui vote aussi. Et puis, un recul, pardon de me répéter, mais des Américains qui ferait bien de se réveiller si effectivement ils veulent pas perdre complètement la partie. Mais là, c'est quand même très mal barré et ils ont beaucoup d'autres priorités. Et en plus, ils sont encore, ça serait logique d'ailleurs, pour eux, on comprend pas tellement, à vrai dire, pourquoi ils ne s'intéressent pas davantage à cette région. Nous, ça nous paraît absurde et incompréhensible. Mais les Américains voient l'Amérique latine comme autrefois comme une ressource de pétrole, et puis dans la guerre froide comme des pions économiques des pions politiques sur lesquels il fallait s'appuyer. Mais aujourd'hui, je ne vois pas ce qui va présider, ou les signes annonciateurs d'une nouvelle donne, d'une nouvelle politique américaine vis-à-vis comme ils disent, l'hémisphère sud, n'est pas encore, même pas formulé. Donc je ne pense pas qu'on en soit à la veille. Ce qui est certain, en tout cas, c'est la transformation politique de ces dernières années qui oblige, en effet, chacun à s'adapter. Et par ailleurs, l'Amérique latine, aujourd'hui, s'engouffre, en effet, dans cette, on va dire, opportunité de crise qui est apparue depuis plus d'1 an. Comme je disais, de toute façon, le monde s'est transformé depuis ces 20 dernières années. Le monde, il s'est ouvert, et l'Amérique latine, elle a aussi bénéficié de cette ouverture. Moi, je pense à la visite de Recep Erdogan en Amérique latine. Je l'ai vu, Recep Erdogan, au Pérou, au Chili, en Équateur, au Venezuela. Il s'est rendu qu'il y a de nouveaux acteurs qui paraissaient tout à fait invraisemblables il y a quelques années. Donc c'est cette diversification que nous vivons tous sur tous les continents. Et en effet, en tout cas, le leadership en Amérique latine aujourd'hui, c'est Lula essaie de s'engouffrer pour en effet apparaître comme le porte-parole de ce puissance internationale la plus présente, c'est quand même la Chine, qui a quand même investi dans tous les ports, dans toutes les infrastructures et qui progresse absolument pas. Moi, j'en profite un peu pour dire, c'est vraiment dommage, compte tenu du rôle du Brésil, que la France ait envoyé qu'un sous-ministre à l'inauguration de Lula. Merci beaucoup, Pascal Drouot. Merci, Stéphane Witkowski. Merci, Axel Gilden. Merci, Jean de Glignasti. Merci d'avoir été avec nous pour ce débat sur France 24. Restez avec nous. Et merci aussi à Mathieu Mabin, notre correspondant aux États-Unis, qui est intervenu tout à l'heure. Restez avec nous, l'information continue.